Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles et des maladies gynécologiques de la femme, et plus particulièrement de l'endométriose. Comme vous le savez, le cycle reproducteur de la femme est régi par une balance hormonale qui se dérègle essentiellement sous l'effet d'un penser à l'envers, d'un manger-boire à l'envers et d'un mode existentiel à l'envers. À ce dérèglement, des poisons environnementaux s'ajoutent qui sont issus essentiellement des résidus d'engrais chimiques, des pesticides, des traitements des animaux de bouche par des hormones de croissance. À cela s'ajoutent des résidus d'antiseptiques chimiques et d'antibiotiques vétérinaires, voire même des résidus d'OGM, sans parler évidemment de la pollution de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et des médicaments chimiques que nous absorbons, en plus des poisons socialement acceptés comme l'alcool, les overtoniens, le tabac, etc. Alors tous ces poisons, quelle que soit leur nature ou leur origine, altèrent nos glandes hormonales. L'homme et la femme sont identiques, mais inversement fonctionnels. Le premier a ses organes génitaux à l'extérieur, la femme les a à l'intérieur. Ces organes génitaux sécrètent des hormones qui caractérisent les phénomènes physiologiques ou physiopathologiques. Alors, dès sa puberté, la femme, comme vous le savez, ovule tous les 28 jours, ce qui lui permet de procréer, puis elle présente un cycle menstruel qui débute le premier jour des règles. Le cycle de la femme est déterminé par les hormones. L'ovulation, c'est-à-dire la ponte d'un œuf par l'ovaire, comporte 2 phases. Vous avez intérêt à bien retenir ceci. La première phase est folliculaire, qui précède l'ovulation, laquelle ovulation est sous la dépendance des hormones femelles, c'est-à-dire des oestrogènes. Cette phase a lieu le premier jour du cycle jusqu'au 14e jour du cycle, c'est-à-dire jusqu'à l'ovulation. Elle est caractérisée par une température corporelle basse. Ceci n'est pas inintéressant parce que la méthode Ogino est basée sur le problème de la température. Alors, savoir ceci est intéressant pour celles qui veulent contrôler leur cycle dans un but contraceptif sans être obligées d'ingérer une pilule contraceptive. Alors, retenons que la phase folliculaire est la phase durant laquelle la femme est fertile, apte à tomber enceinte.
nous entrons dans la deuxième phase, qui est la phase lutéale, ou ovulatoire, qui dépend des hormones mâles, la progestérone et la testostérone. Cette deuxième phase se prolonge jusqu'aux règles suivantes et elle est caractérisée par une élévation de la température corporelle qui succède à un pic significatif de l'ovulation. Comme je viens de vous le dire, la méthode contraceptive d'Auginot est basée sur cette courbe de température. Alors, retenons que la phase lutéale est la phase durant laquelle la femme n'est plus fertile, elle ne peut pas tomber enceinte. Premier cycle, 14 jours. Deuxième cycle, 14 jours. Risque de grossesse, pas de risque de grossesse. Là où on est sous la dépendance des hormones femelles, dans le deuxième cycle, on est sous la dépendance des hormones mâles. Progestérone, testostérone, retenez bien. Alors tout au long de son existence, la femme peut être affectée de maladies dites gynécologiques, aiguës ou chroniques, telles l'endométriose. L'endométriose notamment. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, dont le diagnostic n'est généralement confirmé que par laparoscopie, qui est une technique invasive effectuée sous anesthésie générale. Vous voyez un petit peu tous ces points rouges, ce sont des inflammations dues à l'endométriose. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est ensuite. Alors, l'endométriose est causée par la présence de tissus endométriques, c'est-à-dire de muqueuses utérines en dehors de l'utérus, sous l'effet de son exubérance, de sa turgescence, qui est induite par une inflammation. Inflammation elle-même induite par les éléments étrangers toxiques stagnant dans cette muqueuse, éléments étrangers qui déséquilibrent la balance hormonale. 50% d'hormones femelles, 50% d'hormones mâles. Voilà l'équilibre. Et le déséquilibre, vous l'avez ici, carence de testostérone, j'ai mis un chiffre, et excès d'oestrogène, ou l'inverse. Voilà votre déséquilibre hormonal. Trop d'oestrogène, pas assez de progestérone, testostérone. L'endométriose n'est pas causée, comme le croient les médecins allopathes, par une surproduction de prostaglandines, de cytokines et de chymokines, qui ne sont que des facteurs pro-inflammatoires utilisés par l'homéostasie de la force vitale intrinsèque pour induire l'inflammation autodéfensive. Ce qui veut dire que l'inflammation est une défense organique et non pas une pathologie à combattre. La quantité et la qualité de ces facteurs pro-inflammatoires, des cytokines, etc., dépendent du degré et de la nature de la morbidité humorocellulaire. Une morbidité de type
mucoïdal, c'est-à-dire qui ressemble à du mucus, comme de la morve, n'induira pas une inflammation identique à une morbidité de type cristoïdal, c'est-à-dire de la calculose, c'est-à-dire des cristaux d'acide urique, des calculs. Vous comprenez très bien qu'il y a deux morbidités, une morbidité mucoïde et une morbidité cristoïde. Alors retenons que les tissus endométriques peuvent envahir non seulement l'utérus, mais encore les ovaires, la vessie, l'intestin. Ça n'envahit pas que la sphère génitale, ça peut envahir tous les organes. Alors pour les allopathes, cette maladie résulte d'une prédisposition génétique, d'une déficience immunitaire, d'une perturbation humorale. Eh bien, pour le naturopathe, ces trois facteurs ne sont que des facteurs favorisants. La vraie cause profonde est l'intoxication de l'endomètre par des poisons stagnants en son sein, intoxication qui provoque un excès d'œstrogène et, conséquemment, une carence de progestérone, testostérone. On sait que l'excès d'oestrogène prédispose aux divers cancers, notamment. Trop d'oestrogène, on évolue vers le cancer. La médecine allopathique a bien compris que dans l'endométriose, il y a excès d'oestrogène. Et cette constatation est une bonne chose en soi. Malheureusement, les traitements proposés par la médecine classique, chimique, allopathique, sont artificiels, sont dangereux et finalement inefficaces, parce que ça n'atteint pas la cause profonde. Et voici ce que la médecine allopathique propose. Elle propose un traitement hormonal. Malheureusement, là encore, les hormones artificielles qu'elle utilise inhibent la formation d'oestrogène, assurément, mais stoppent également la venue des règles. Les médicaments induisent également une ménopause artificielle. Et les médicaments chimiques empoisonnent l'organisme avec un risque de mutation cellulaire cancérinique. Elle propose en deuxième lieu l'ablation chirurgicale du tissu endométriosique, ce qui laisse subsister la cause profonde, la cause toxémique, toujours inductrice d'une inflammation et de nouvelles adhérences. Comment se guérir de l'endométriose notamment, et ceci naturellement? Eh bien, dans la vie quotidienne des femmes qui en sont affectées, les maladies gynécologiques ont des répercussions plus ou moins graves, tant dans leur vie privée que dans leur vie familiale, sexuelle, professionnelle, etc. Alors, pour éliminer naturellement ces pathologies gynécologiques, il faut corriger, premièrement, évidemment, l'attitude mentale habituellement conflictuelle. Il faut corriger, deuxièmement, le comportement alimentaire habituellement antibiologique. Il faut corriger, troisièmement, le mode existentiel habituellement anti-hygiénique. Donc, il faut agir correctement sur le terrain psychorganique.
et ne pas bricoler avec des actions locales de type allopathique, visant par exemple à corriger l'acidité ou l'alcalinité du vagin, avec des probiotiques notamment, que l'on ingère ou que l'on met dans le vagin, comme si le déséquilibre de la flore vaginale était la cause profonde des infections et donc de l'endométriose, alors que c'est la morbidité entretenue du terrain psychorganique qui en est la cause profonde première. Les infections ne sont pas dues à des microbes comme on le croit naïvement, mais à la morbidité du terrain psychorganique dans lequel ils évoluent. Un mental infectieux, venimeux, donc infectieux, qui infecte le soma. Et un soma infectieux donne naissance à des microbes spécifiques, c'est-à-dire propres à la nature et à l'importance de ces infections, de ces états infectieux. C'est ce que l'on appelle dans le laboratoire le polymorphisme de laboratoire, c'est-à-dire que on prend un bouillon de culture, on y met un microbe A, et il va se développer en A, parce que le milieu lui convient. Il ne va pas muter. Mais si on change le bouillon de culture et que l'on prend le même microbe A, on obtient un microbe B. Si on change encore le bouillon de culture avec le microbe B, on obtient un microbe C, puis un microbe D. Et on obtient une foule de microbes, apparemment tous différents, mais qu'il n'y a qu'un seul microbe qui a muté, en fonction du milieu dans lequel il évolue. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que l'allopathie ne comprend pas. Hélas. Alors, de même que c'est le marécage qui fait le moustique, de même c'est le terrain psychorganique. Mais oui, c'est pas le moustique qui fait le marécage. C'est le marécage qui donne naissance au moustique. C'est le terrain psychorganique malsain qui fait le microbe, qui fait la nature du microbe. C'est simple à comprendre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le microbe n'est pas un ennemi, mais un ami. C'est un éboueur qui se nourrit de notre morbidité, donc qui nous aide à nous épurer. On en a plein le vagin, plein les yeux, le nez, les oreilles, la gorge. Il y en a dans les poumons, sur la peau, il y en a partout. Et ils sont là pour bouffer notre morbidité. Et ils nous épurent. Alors, le microbe ne devient pathogène, donc virulent et prolifique, que si la radiovitalité du terrain, je dis radiovitalité, parce que la vitalité, c'est radiant. Ça irradie comme le soleil. Donc, c'est la radiovitalité du terrain qui s'amenuise, qui s'effondre au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus morbide, malsain, c'est-à-dire intoxiqué. Autrement dit, c'est l'exubérance de la morbidité humorocellulaire qui fait la pathogénicité des microbes évoluant en son sein. En détruisant la flore microbienne physiologique, riche en lactobacillus, par des antibiotiques administrés par voie buccale et par voie vaginale,
on ne supprime pas la morbidité du terrain qui est, je le redis, la vraie cause des infections. Au contraire, on l'aggrave, malgré l'administration de probiotiques par voie buccale et par voie vaginale. Quand on utilise des antibiotiques et des probiotiques sans épurer préalablement le terrain psychorganique, on agit sur l'effet de la maladie, mais on ne supprime pas sa cause profonde. Et la maladie refait surface au bout d'un certain temps. On appelle cela faire une récidive. Et de récidive en récidive, on aboutit à des complications parfois gravissimes. Alors on tombe maintenant forcément dans l'hygiène vitale. L'hygiène vitale s'adresse aux 3 principaux facteurs éthiomorbidopathogennes qui sont, je le redis, le penser à l'envers, le manger-boire à l'envers et le vivre à l'envers. En règle générale, les gens n'arrivent pas à comprendre ou ne veulent pas savoir qu'il n'existe pas de maladies non accidentelles d'origine physique, mais seulement des maladies d'origine mentale, matérialisées, corporalisées par suite d'une somatisation de nos activités mentales négatives. La somatisation est la matérialisation du mal mental en mal physique, la matérialisation des conflits mentaux en conflits biologiques. C'est le mental qui boit le fiel de la vie, mais c'est le corps physique qui trinque. Exemple, toute contrariété mentale contrarie l'activité hépatique et de sa vésicule biliaire, ainsi que de l'intestin, forcément. Elle met ses organes en insuffisance fonctionnelle, voire en dysfonctionnement, suivant l'importance de cette contrariété, laquelle contrariété est un conflit psychologique. Il y a conflit mental et donc physique, toutes les fois que l'on suscite en soi des sentiments négatifs, comme par exemple les crises de jalousie, d'intolérance, de colère, de haine, de ressentiment, etc. Mauvais sentiments dont se nourrit l'être humain en général et d'une façon habituelle. Allez, on brasse le caca. Eh oui, le caca mental. Alors, le croquis ci-après explique clairement le processus de la somatisation de nos sentiments. Vous devez savoir que notre pensée holistique est constituée de 2 demi-piles identiques mais inversement fonctionnelles, comme la main droite et la main gauche, ou bien comme mâle et femelle. Alors, le pensée holistique peut être symbolisé par un cercle partagé en 2 parties. On a ici un couple de type mâle-femelle. Le mâle, c'est le conscient, qui est procréateur, le subconscient, qui est l'élément femelle créateur. On a un programmeur et un programmé. C'est notre conscient qui programme notre subconscient. Le mâle a le premier mot et la femelle a le dernier mot. C'est elle qui concrétise
l'abstraction du conscient. Le premier est actionnel, le second est réactionnel. Le programmeur ou procréateur est le conscient, le mental, le programmé, est le subconscient réactionnel concrétiseur, matérialisé. Ce système fonctionne selon le principe du clavier et de l'ordinateur. Vous avez devant vous un clavier et en face de vous un ordinateur. Le clavier représente le conscient, celui qui suscite en lui et qui rédige en lui un message informationnel, que ce message soit positif ou négatif, c'est-à-dire symétrique ou dissymétrique. Et l'ordinateur représente le subconscient, celui qui concrétise, celui qui matérialise, qui somatise le message informationnel du conscient, que ce message soit positif ou négatif, symétrique ou dissymétrique. Alors voici un message symétrique. Voilà un message dissymétrique ou un autre dissymétrique. Voici un message symétrique. Voici une dissymétrie et une autre dissymétrie. La dissymétrie, c'est quand on est bancal. Là, je fais une petite digression parce que le corps physique est la matérialisation de notre négativité mentale originelle, entretenue bien avant l'avènement du Big Bang, qui a donné naissance à notre corps physique dont nous sommes constitués. Et le mois prochain, j'aurai l'occasion de vous parler de ceci plus précisément. Vous avez besoin de faire un peu de philosophie de la vie. Et là, le mois prochain, vous comprendrez ce que nous sommes en réalité. Alors, retenons pour l'instant 2 points essentiels. C'est le sentiment négatif qui induit une dissymétrie fonctionnelle qui programme à l'envers le subconscient concrétiseur réactionnel. C'est la dissymétrie fonctionnelle qui induit la dissymétrie structurelle. C'est la fonction négative qui entraîne la lésion, l'altération des structures organiques causée par la force vitale du subconscient programmée à l'envers, négativement, donc qui concrétise du néant, donc de la mort, donc de la pathologie. Penser négativement, c'est utiliser la force vitale intrinsèque du subconscient pour lui faire fabriquer du néant du malheur. Alors retenons également que tout sentiment négatif tend à induire une inversion des polarités bioélectroniques au sein de nos atomes cellulaires et conséquemment une inversion des processus hormonaux avec pour conséquence une production concomitante de poisons d'origine mentale, endogène, qui empoisonnent nos organes, plus particulièrement notre foie, nos reins, notre cerveau. Alors ici, vous avez une inversion des polarités. Voilà un soma magnétisé et voilà un soma électrisé. Le pensée est devenu magnétique alors qu'il devrait être électrique. Une force verticale, ici c'est une force horizontale. Évidemment, je vous ai mis ça parce que ce sont 2 extrêmes. Ça, c'est ce qui se passe dans les états de cancer, en phase terminale. Le sujet est totalement démagnétisé. Là, il est magnétisé, là, il est complètement démagnétisé. Donc, pour se guérir un petit peu de toutes ces pathologies, qu'est-ce qu'il faut faire?
eh bien, il faut sauver le foie. Il faut sauver le foie parce que le foie est le patron de toute la physiologie. Quand il va bien, tout va bien, on est en forme. Et quand il va mal, tout va mal. Eh bien, on est fatigué, grincheux, mal dans sa peau, on n'est pas trac, on ne va pas bien. Toute insuffisance fonctionnelle du foie et à plus forte raison, tout dysfonctionnement du foie induit un dysfonctionnement hormonal. Soigner le foie naturellement est donc une nécessité vitale. C'est la première chose à faire en présence de n'importe quelle maladie, aussi grave soit-elle. En soignant le foie naturellement, c'est-à-dire sans médicaments, répresseurs, on soigne conséquemment tous les autres organes. Bien sûr, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin, les reins, les poumons, la peau, le cerveau, les yeux, les artères, les dents, les os, parce que tous les organes fonctionnent solidairement, synergiquement. Tout ce qui altère la structure, la fonction et dont la structure du foie altère conséquemment la fonction et la structure de tous les autres organes. Alors, quel est le rôle du foie dans les processus hormonaux? Alors, observez bien le tableau ci-après. Le foie fabrique le cholestérol. Et le cholestérol va fabriquer, par des transformations successives, de la prégnénolone. La prégnénolone en haut va se transformer en progestérone et successivement en hormones surrénaliennes, etc. Et n'oubliez pas que ça va se transformer en testostérone. Il n'y a pas de testostérone sans progestérone. C'est la femme qui fait l'homme. Alors, quand cette fabrication, oui, il faut donner sa place à la femme. C'est ce qu'il y a de plus important sur la planète. Non? Alors, le foie fabrique du cholestérol, comme je viens de vous le dire. Alors, cette fabrication est normale et suffisante quand le foie est normal, quand le foie possède toutes ses capacités fonctionnelles et donc structurelles. Le cholestérol est alors utilisé non seulement pour protéger nos membranes cellulaires, mais aussi pour fabriquer des hormones sexuelles et en premier lieu de la prégnénolone, qui va être transformée en progestérone, en testostérone et finalement en hormones sexuelles, comme je viens de vous le dire. Et alors, parmi ces hormones sexuelles, on va trouver bien sûr l'ostrone, qui désigne la folliculine chez la femme, qui est une hormone sécrétée par les ovaires, laquelle a pour but, comme je vous l'ai dit, de déclencher la prolifération de la muqueuse utérine avant l'ovulation. Puis il y a l'ostriol, qui est une hormone de la femme enceinte, et il y a enfin l'œstradiol, toujours une hormone féminine, dont la composition chimique est voisine de l'ostrone, mais en plus active, et c'est elle, l'œstradiol, qui est la véritable hormone femelle. Alors, toute dissymétrie mentale entraîne une dissymétrie fonctionnelle de tous nos organes, et donc de nos glandes hormonales. Également une dissymétrie fonctionnelle du foie.
dont de l'intestin. Alors, il en résulte, évidemment, un dérèglement des fonctions hormonales, une baisse du taux de la progestérone, testostérone, hormones mâles. Les hormones mâles sont de type électrique, chaudes, servant à faire tourner les moteurs électriques que sont nos cellules. C'est avec de l'hormone mâle qu'on fait du tonus, qu'on fait du muscle, qu'on fait de la réparation, de la régénération. Mais cette baisse d'hormones mâles équivaut à une élévation, à une augmentation du taux des hormones femelles, c'est-à-dire des oestrogènes. Alors n'oublions pas que la zone réticulée des corticosurrénales, c'est-à-dire des glandes surrénales, sécrètent des hormones stéroïdes. Les surrénales sécrètent des hormones stéroïdes, c'est-à-dire un groupe d'hormones dérivées des stérols, une variété de stérols dérivés du cholestérol. Si donc le foie est en dysfonctionnement, nos glandes surrénales le sont également. Retenez toujours que c'est le cholestérol fabriqué par le foie qui intervient dans la formation des acides biliaires, mais aussi des hormones sexuelles et des corticostéroïdes. Mais quand le foie va mal, qu'il est intoxiqué, en insuffisance fonctionnelle, voire en dysfonctionnement, eh bien l'organisme, c'est-à-dire le subconscient, détenteur de la force vitale intrinsèque, eh bien l'organisme emprunte une voie de secours, qui est celle de la DHEA, la voie verticale, prégnénolone, progestérone, etc., et qui aboutit aux hormones sexuelles. La voie verticale est normale. La voie horizontale, c'est la voie de la DHEA qui aboutit bien aux hormones sexuelles, œstrone, estradiol et ostriol, mais qui n'aboutit pas aux hormones surrénaliennes. Quand le foie va bien, elle emprunte cette voie, et quand le foie est en insuffisance fonctionnelle, elle emprunte cette voie. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, il en résulte de ce fait une carence de corticostéroïdes, d'hormones sécrétées par nos glandes surrénales. Et c'est les hormones sexuelles sécrétées par les glandes surrénales qui contrebalancent le taux excessif des hormones femelles. Alors, d'où la carence en testostérone, hormone mâle anabolisante, réparatrice, régénératrice des tissus. Trop d'hormones femelles, pas assez d'hormones mâles. Donc, impossibilité de réparer un tissu quelconque puisqu'il n'y a plus d'hormones mâles. C'est donc au niveau du foie qu'il faut agir correctement en tout premier lieu et dans tous les cas. Quelle que soit la pathologie, occupez-vous du foie. Lorsque le foie est intoxiqué par des poisons issus de nos sentiments négatifs, par des poisons issus des aliments antispécifiques et dénaturés, par des poisons issus de la pollution environnementale, par des poisons issus de la sous-oxygénation, de la sédentarité, par des poisons issus des boissons industrielles, sucrées, pasteurisées, upérisées, stérilisées, par les alcools,
par les médicaments, par les overtoniens, par les drogues diverses, par le tabac, les overtoniens, le café, le thé, le chocolat, n'est-ce pas, madame, qui détruit le foie. La femme est alors affectée de divers troubles gynécologiques. On appelle ça une dystonie neurovégétative, syndrome prémenstruel, migraine, irritabilité mentale, congestion des seins, éruption cutanée, troubles circulatoires, voire eczéma, cheveux gras, perte des cheveux, arthrite, arthrose, ostéoporose, etc. La femme est alors affectée par des symptômes qui indiquent une intoxication organique profonde, donc du foie notamment. Pour se guérir d'une endométriose notamment, il est donc inutile d'appliquer une thérapie locale sans correction du terrain psychorganique à la façon allopathique. Il faut au contraire s'appliquer une médecine naturelle, une méthode naturelle de santé qui doit être générale et holistique, c'est-à-dire globale, psychosomatique. Parce que la maladie est générale, elle n'est jamais locale. Elle se localise, mais en premier lieu, elle est générale. Et elle se manifeste sur le maillon le plus faible de la chaîne organique la plus forte, qui supporte le poids de la libération toxémique. Alors, cette méthode naturopathique vise, comme je vous l'ai dit, à corriger l'attitude mentale, le comportement alimentaire et le mode existentiel. Alors, la correction du mental peut être effectuée par une repositivation du mental que l'on pratique sous hypnose de préférence et que l'on peut même pratiquer chez soi à l'aide de CD spéciaux. La correction du comportement alimentaire vise à remplacer les faux aliments usuels de type gastronomique par des aliments 100% spécifiques et crus, naturels, après avoir effectué, bien évidemment, auparavant, une monodiète aux fruits juteux, bien mûrs, durant 1, 2 ou 3 jours, monodiète toujours suivie, toujours précédée d'une purgation organique drastique de l'appareil digestif, du foie, de l'intestin. Une purge qui vous met en diarrhée. Il s'agit là d'une véritable vidange intestinale qui est la clé organique majeure en naturopathie. La correction du mode existentiel vise à adopter une hygiène de vie totalement dénuée de drogues socialement acceptées comme le tabac, l'alcool, les drogues, les overtoniens, etc. Sans cette correction holistique, psychosomatique, appliquée d'une façon stricte, il n'est pas possible de guérir vraiment quoi que ce soit. Il ne faut pas bricoler. En général, les gens bricolent au lieu de se corriger de la tête aux pieds. Par exemple, ils suppriment le gluten, ils suppriment les graisses saturées, ils suppriment les sucres industriels, les boissons gazeuses, sucrées, les farines raffinées,
le pain blanc pour manger du pain noir, tout en continuant à manger et à boire à l'envers, c'est-à-dire des aliments totalement antispécifiques et dénaturés notamment par la cuisson. Donc, ils bricolent tout en continuant à avaler des overtoniens, des médicaments chimiques qui sont tous plus ou moins toxiques. Alors, que faut-il faire pour se guérir vraiment radicalement? Mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut supprimer tout simplement tout ce qui empoisonne. Il faut se vidanger. Les gens veulent toujours mettre, jamais sortir. Il faut se vidanger comme on vidange un moteur d'automobile. Et il faut ensuite, bien entendu, reconstituer la flore microbienne physiologique intestinale par des monodiètes aux fruits juteux crus et à l'aide de fruits, de légumes aqueux, crus, non farineux. Je vous expliquerai pourquoi non farineux. C'est très très important. Alors n'oubliez pas que c'est la pureté de nos liquides humoraux cellulaires, physiologiques, c'est-à-dire la pureté de notre sang et de notre lymphe notamment, qui libère l'homéostasie de notre force vitale intrinsèque, qui est auto-guérisseuse, force vitale, qui s'exprime essentiellement à travers nos liquides humoraux physiologiques et à travers notre système neurovégétatif et hormonal, qui sont bien sûr sous la dépendance de notre subconscient réactionnel, concrétiseur, lui-même programmé par notre conscient, consciemment ou inconsciemment. Alors, dans cette hygiène vitale, on a aussi l'exercice physique, plus exactement la culture physique, avec des poids et des haltères et des appareils à contrepoids. Culture physique, je n'ai pas dit sport. La culture physique cultive le physique, ce que ne font pas les sports. Alors, en plus de la culture physique, la marche rapide en forêt, la marche rapide au bord des océans, le vélo, la natation, alors bien sûr exécuté sans esprit de compétition, mais tout ça fait partie de l'hygiène vitale avec le sommeil profond et suffisant et avec l'hyperoxygénation du sang et des tissus. Comment hyperoxygéner notre organisme? Alors vous allez me dire, par de profondes inspirations journalières en milieu suroxygéné, ou encore en buvant de l'eau riche en oxygène, comme par exemple l'eau Cancun, ou bien de l'eau ozonée, dans laquelle on a injecté de l'ozone qui est un super oxygène. Alors on peut aussi, en naturopathie évidemment, injecter l'ozone pur dans une cavité organique comme le vagin, l'ampoule rectale. Par exemple, on peut aussi l'injecter en intramusculaire et même sous-cutané. Et oui, tout ça, c'est la naturopathie. Et puis, on peut aussi faire des bains sur vapeur pour faire transpirer, éliminer, sans déshydrater. Après avoir fait passer le baigneur à la douche, celui qui vient de prendre son bain de survapeur,
et après qu'il se soit bien séché, on le fait se placer dans un sac. Excusez-moi, j'ai rapidement fait ce schéma qui est abominable, mais dans mon bouquin qui sortira dans 2 ou 3 mois, croyez-moi, ça sera nickel. Alors on met la personne dans un sac gonflable et on injecte sous pression de l'ozone pur. De l'ozone pur qui est fabriqué avec une bouteille d'oxygène et non pas avec l'air ambiant. Si l'ozone est fabriqué avec de l'air ambiant, on obtient de l'ozone assurément, mais pollué de peroxyde d'azote toxique. Voilà, donc on injecte sous pression et la personne qui vient de prendre son bain, qui a une peau dilatée, va absorber l'ozone pur et va se superoxygéner. La durée du bain d'ozone varie de 30 à 45 minutes. Ça se fait couramment dans les instituts de naturopathie. Alors ce type de bain augmente le taux de l'oxygène du sang, ça aide à normaliser le métabolisme, il peut être intégré dans une méthode naturelle de santé, de bien-être holistique, toujours appliqué, évidemment sur la base d'une correction de l'attitude mentale et du comportement alimentaire. Alors pour sauver le foie, intoxiqué, incapable de s'épurer, de se régénérer, incapable donc de ce fait de nous épurer et de nous régénérer, eh bien, sans cette régénération du foie, on demeure malade. La première chose à faire dans tous les cas pathologiques, c'est d'aider le foie à s'épurer. Et pour cela, il faut le mettre au repos. Il faut cesser d'ingérer des poisons et il faut cesser d'en fabriquer soi-même. Alors on l'aidera à s'épurer et donc à se régénérer, bien sûr en se purgeant sérieusement, complètement, en effectuant une véritable vidange intestinale. Rien n'empêche évidemment, lors de cette vidange intestinale, d'ingérer en plus des produits à base de cholérétiques, de cholagogues, comme le jus cru et frais de racines de radis noir, le jus frais de racines d'ortie, le jus frais de feuilles d'artichaut, le jus frais de romarin, un jus frais de racines de pissenlit et de chicorée, par exemple, dans lesquels jus on peut ajouter aussi, pour adoucir les muqueuses, un extrait de guimauve, par exemple. Vous trouverez tout ça dans mon prochain bouquin, plus en détail. Et le jour de la vidange intestinale, on fait soit un jeûne hydrique nutrimentaire, soit 1 ou 2 journées de fruits juteux, crus, bien mûrs, et pelés, en mangeant toujours à sa faim. Les fruits juteux permettent de reconstituer la flore microbienne physiologique intestinale, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, la purge. À quoi sert cette purge? Eh bien, elle sert à expulser toute la pourriture intestinale stagnante qui est à l'origine d'un empoisonnement organique généralisé, cause de divers troubles caractérisés par des symptômes variés, plus ou moins importants. Sans cette vidange intestinale complète, on ne peut éliminer aucune maladie. Si l'on ne ramone jamais une cheminée qui fonctionne 365 jours par an,
elle finit par s'encrasser, puis par s'obstruer et par favoriser un incendie. Eh bien, en biologie, l'incendie est la maladie résultant de l'encrassement de notre organisme. Bien entendu, pour renforcer l'action de cette purge intestinale et de la cure de fruits juteux crus qui s'ensuit, on peut ingérer, je vous l'ai dit, rien n'empêche d'ingérer des probiotiques, à condition que ceux-ci soient conditionnés dans des capsules gastro-résistantes, à condition que les probiotiques, les bacillus, soient vivants, et à condition qu'ils soient en quantité suffisante, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5 milliards par capsule. Alors appartenant à plusieurs souches que vous aurez également dans mon prochain bouquin. Alors, je rappelle que les microbes qui colonisent notre intestin sont essentiellement de deux types. Il y a les microbes dits physiologiques, qui sont surtout spécialisés dans la dégradation des déchets digestifs d'origine végétale, les fruits et les légumes, et dont les excrétions, car les bacilles elles émettent des excrétions. Eh bien, les bacillus sont peu ou pas toxiques, parce que leurs excrétions sont peu ou pas toxiques, et ne surmènent pas nos agents immunitaires d'autodéfense. On supporte, on fait face, et tout va bien. Et puis vous avez le deuxième type, ce sont les microbes pathologiques, qui ne sont pas pathogènes, ils sont pathologiques, qui sont surtout spécialisés dans la dégradation des déchets digestifs d'origine animale. Les viandes, les poissons, les coquillages, les crustacés, les œufs, les fromages, etc. Alors, dont les excrétions sont très toxiques. Excrétions qui passent dans nos liquides humoro-physiologiques, c'est-à-dire dans notre sang, et qui, de ce fait, surmènent et épuisent nos agents immunitaires d'autodéfense, ouvrant ainsi la porte aux diverses infections, aux diverses inflammations, notamment, voire même aux mutations cellulaires. Les microbes intestinaux dits physiologiques et dits pathologiques se font la guerre entre eux pour défendre leur garde-manger. C'est-à-dire, c'est la dominance de l'un par rapport à l'autre qui crée l'équilibre ou le déséquilibre. Lorsqu'il y a une dominance des microbes pathologiques, les microbes pathologiques deviennent pathogènes. On a donc intérêt à ce que les microbes physiologiques soient dominants. Mais pour que les microbes physiologiques soient dominants, il faut que l'alimentation soit à 80% à base de fruits et de légumes à queue non farineux. N'oubliez pas que l'homme est un singe. Anatomophysiologiquement,
organisés comme les singes. Et que les singes sont essentiellement des frugivores. Alors, bien sûr, on peut aussi renforcer l'activité épurative du terrain avec d'autres nutriments spéciaux. Et alors là, vous allez en avoir un paquet dans mon prochain bouquin. On peut aussi, bien sûr, augmenter la puissance de la thérapie naturopathique avec deux compléments nutritionnels, le superoxyde dismutase que l'on trouve en abondance dans le melon et la glutathione dismutase. Alors, ces deux agents antiradicalaires sont normalement fabriqués par le foie, à condition que cet organe ne soit pas intoxiqué par des faux aliments et autres substances toxiques. Alors, pour en revenir au peroxyde d'hydrogène, le fameux peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, l'eau ozonée, riche en oxygène, eh bien, le peroxyde d'hydrogène, le H2O2, est un puissant bactéricide qui attaque les cellules malades, cancérosées. Le peroxyde d'hydrogène aide également à détruire les microbes pathologiques dominants, aide également à détruire les champignons parasites comme le Candida albicans, par exemple, et autres champignons mycoses de type mycose du même genre qui peuvent envahir tout l'organisme, l'intestin, la gorge, les poumons, la peau, le vagin, sous les ongles, bref. Alors, retenons que sous l'effet du peroxyde d'hydrogène, qui est du super ozone, qui est du super oxygène, le taux de l'oxygène du sang et des tissus augmente considérablement, ce qui est excellent pour tous, mais surtout pour les personnes affectées d'asthme, d'emphysème, de bronchite, de grippe, de coqueluche, de mycoviscidose, d'arthrose et bien entendu d'endométriose. Alors à côté du peroxyde d'hydrogène et des compléments nutritionnels précités, il existe dans le commerce un spray transdermique que l'on met sur la peau à base de progestérone naturelle. Alors, dont la carence de progestérone naturelle favorise le vieillissement. On pulvérise sur la peau 3 à 5 fois par jour ce spray à base de progestérone naturelle qui va aider l'organisme à fabriquer lui-même de la progestérone et donc de la testostérone à partir de ce modèle. Alors attention à l'application de progestérone naturelle sur la peau et uniquement sur la peau. Il ne faut pas s'amuser à absorber de la progestérone naturelle par voie buccale. Il faut la mettre sur la peau. Alors attention, les femmes réglées, celles qui ont encore leurs règles ou qui sont sur le point d'être ménopausées, elles doivent utiliser ce produit toujours entre le 12e et le 26e. Entre le 12e et le 26e jour des règles,
on peut appliquer le spray à la progestérone naturelle. Alors par contre, les femmes hystérectomisées, à qui on a enlevé l'utérus, ou déjà ménopausées, peuvent l'appliquer durant 2 semaines, voire même 3-4 semaines, mais toujours sur la peau. Je rappelle également que la progestérone naturelle aide à prévenir les pathologies du sein et de l'endomètre, comme le cancer de cet organe, aide à prévenir également l'ostéoporose, le syndrome prémenstruel, les affections cardiaques, l'insomnie, l'irritation, l'irritabilité mentale, la baisse de la libido, l'absence d'orgasme, les problèmes de vieillissement qui est la pire de toutes les maladies. Et oui, c'est une maladie insidieuse, évolutive. Alors il existe dans le commerce également une crème dermique à base de progestérone naturelle, liposomée, que l'on applique sur la peau et qui est rapidement absorbée par la graisse sous-cutanée, puis dans le flux sanguin, sans surcharger et sans surmener le foie. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Quand on applique sur la peau la progestérone naturelle, qui va s'imprégner dans les adipocytes de la peau, ce sont les adipocytes qui vont photocopier la fréquence vibratoire de cette progestérone naturelle et qui vont fabriquer de la progestérone naturelle spécifique à l'organisme lui-même. On fait de la photosynthèse. La progestérone naturelle est une extraction naturelle à partir du yam ou à partir du soja, d'une forme végétale de progestérone similaire à la progestérone féminine. Elle ne doit pas être confondue, la progestérone naturelle ne doit pas être confondue avec les progestatifs de synthèse fabriqués chimiquement en laboratoire pharmaceutique. Les progestatifs de synthèse ressemblent à la progestérone fabriquée par le corps jaune féminin à la fin du cycle menstruel, mais ils ne sont pas de la progestérone. C'est pour cette raison qu'ils ont des effets iatrogéniques, donc toxiques, contrairement à la progestérone naturelle. La progestérone naturelle aide également l'organisme à protéger l'organisme des excès d'oestrogènes, d'hormones femelles, ou bien encore des effets secondaires à la prise d'oestrogènes. S'administrer de la progestérone naturelle pour passer un cap difficile est une chose, mais encore faut-il, en même temps, corriger le comportement alimentaire, le mode existentiel, l'attitude mentale. En d'autres termes, il faut développer la tendresse, c'est-à-dire alcaliniser le terrain. Alcaliniser. Dans le mot alcaliniser, vous avez le mot câlin. Alcalin. Pour alcaliniser le terrain, il faut redevenir alcalin. Câlin, comme les enfants le sont. Voilà pourquoi Jésus disait toujours « Laissez venir à moi les petits-enfants », c'est-à-dire
les âmes innocentes. Alors je rappelle également que la ménopause et l'andropause sont causées par une chute du taux de nos hormones mâles, progestérone, testostérone. Chute consécutive à nos fautes existentielles commises durant plusieurs décennies. Il s'agit là d'une sanction, comme nos autres maladies non accidentelles. Alors, pour faire remonter le taux des hormones mâles, du dynamisme, de l'efficience, du bien-être, on peut aussi utiliser des plantes progestérone-like qui aident l'organisme à fabriquer lui-même ses propres hormones mâles. Vous trouverez tout ça, toute cette liste, dans mon prochain bouquin. Alors, toutes ces plantes n'apportent pas d'hormones mâles. Les plantes utilisées en naturopathie n'apportent pas d'hormones mâles. Elles ne font que stimuler le fonctionnement de nos propres glandes endocrines. Dans tous les cas, ce sont nos propres glandes qui produisent des hormones selon le degré de notre force vitale et selon le degré de notre morbidité. Selon évidemment notre âge, notre sexe, notre milieu environnemental, familial, notre milieu socio-professionnel, etc. La crème dermique au Dioscora de yam, extrait du yam, du Dioscora, ne doit pas être confondue avec la crème dermique à la progestérone naturelle. La crème dermique au Dioscora ne contient pas de progestérone naturelle. Seules les crèmes dermiques à la progestérone naturelle contiennent de la progestérone naturelle. Alors, attention également aux phytoœstrogènes. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi il ne faut pas consommer de farineux. Eh bien, parce que 97% environ des plantes farineuses, les céréales, les tubercules, les légumineuses, le riz, le pain, les pâtes, les biscuits, les biscottes, les gâteaux, les pommes de terre, les patates douces, les lentilles, les haricots secs, les pois secs, etc. Les farineux, eh bien, parce que les farineux présentent de très nombreux inconvénients. Ils sont d'abord très riches en phytoœstrogènes, en hormones femelles, qui fait chuter le taux des hormones mâles. Alors vous avez parmi ces plantes l'alfalfa, l'âneth, l'avoine, les haricots rouges du Japon, le brocoli même, le cerfeuil, le fenouil, les lentilles, le lin, le millet, le persil, les pois chiches, le riz, le sésame, sans oublier bien sûr le soja. Ah, le soja, c'est un véritable poison pour l'être humain. Je rappelle que le taux des hormones mâles, que la baisse du taux des hormones mâles équivaut à une élévation du taux des hormones femelles, qui prédispose aux divers cancers, non seulement chez l'homme, mais aussi chez la femme. Je reviendrai tout à l'heure sur les farineux. Alors retenons que
tous les YAM peuvent aider à stimuler la production d'hormones sexuelles et d'hormones surrénaliennes qui aident à augmenter la sensibilité des récepteurs, qui aident à éliminer les syndromes prémenstruels, les douleurs articulaires, qui aident à éliminer l'endométriose, qui aident à éliminer la fonte musculaire, l'hypertrophie de la prostate, les fibromes utérins, les kystes fonctionnels ovariens, etc. Mais les produits à base de YAM n'ont pas la puissance de la progestérone naturelle, avec laquelle il ne faut pas les confondre, je le redis. Il est préférable donc de s'administrer toujours par voie cutanée et uniquement par voie cutanée, s'administrer de la progestérone naturelle. Alors dans le commerce étranger, car en France tout est interdit, sauf de payer de très très gros impôts, il existe des crèmes dermiques à la progestérone naturelle. Les crèmes dermiques à la progestérone naturelle favorisent la vitalité sexuelle et la libido, notamment. Les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, qui surviennent souvent chez la femme ménopausée, sont le résultat d'une remontée périodique du taux des hormones mâles, qui sont, je vous l'ai dit, de type électrique, chaude. L'hormone mâle, c'est une hormone chaude. C'est du feu. Remontée qui devrait demeurer stable, mais qui chute par suite d'une usure neuroglandulaire, par suite d'une dévitalisation. La médecine allopathique favorise cette chute en prescrivant des substances œstrogéniques et non pas de la progestérone. Alors les oestrogènes sont de type magnétique, froide, c'est de l'eau. C'est pour cette raison que les femmes ménopausées, à qui on donne justement des hormones œstrogéniques, au lieu de leur donner de la progestérone naturelle, eh bien elles enflent, elles grossissent, elles se remplissent d'eau, de cellulite. Les oestrogènes, je vous l'ai dit, c'est de l'eau. Alors il faut donc impérativement un équilibre entre ces deux types d'hormones. On en revient toujours à la notion de neutralité. Neutralité. La fatigue chronique chez les personnes de plus de 40 ans est justement le signe précoce d'une baisse du taux des hormones mâles, tant chez l'homme que chez la femme. Alors, dans les affections précitées de la femme, il faut agir synergiquement. Donc, premièrement, ingérer des produits nutritionnels favorisant la remontée des hormones mâles. Deuxièmement, appliquer une crème dermique à base de progestérone naturelle que l'on peut demander aux fabricants de forcer ou de ne pas forcer dans le dosage. Mais il est sage de surveiller l'augmentation du taux des hormones mâles par un dosage hormonal du sang qui permet de constater ou de prédire le résultat. Quoi qu'il en soit, la crème à la progestérone naturelle doit être appliquée sur la peau et uniquement sur la peau.
Je rappelle que le docteur Lee, pour le docteur Lee, selon le docteur Lee, la carence, c'est-à-dire la déficience en progestérone, peut prédisposer le terrain à la constitution de fibromes, de kystes et voire même de cancer. La déficience en progestérone. Donc l'excès d'oestrogène. Selon le docteur Rueff, beaucoup de mastoses peuvent être liées à un déficit de la sécrétion de progestérone par le corps jaune de l'ovaire en fin de cycle. L'ostéoporose, qui affecte la femme plus que l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que la femme fabrique de la progestérone et très peu de testostérone, alors que l'homme fabrique beaucoup plus de testostérone et que c'est la testostérone qui est anabolisante, c'est-à-dire qui fabrique du tissu, qui fabrique donc de l'os. L'ostéoporose qui affecte la femme plus que l'homme est la conséquence d'une érosion, d'un effritement de la trame protéique de l'os, due essentiellement à une carence d'hormones mâles, plus qu'à une carence de calcium et de vitamines D et C notamment. L'ostéoporose est une maladie primitivement protéique et secondairement calcique. C'est parce qu'il n'y a plus de trame protéique que le calcium ne peut plus se fixer dans une trame qui n'existe plus. Donc, pour faire du tissu, il faut de la protéine, il faut donc de l'hormone mâle pour fabriquer du tissu protéique. C'est compris ? Alors, selon le docteur Rueff, la progestérone, surtout lorsqu'on lui associe des acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine, et des acides gras essentiels comme les oméga 3, tirés principalement des huiles de périlla, 64% d'oméga 3. L'huile de périlla, huile de chanvre, 20% d'oméga 3. Huile de cameline, 20% d'oméga 3. Huile de colza, 7% environ. Eh bien, tout ceci contrecarre l'activité du catéchol œstrogène 3,4, c'est-à-dire d'un composé dérivé de l'œstradiol et de l'œstrone qui induit la mutation génétique et qui amorce le cancer. Alors, je reviens aux troubles féminins. La femme peut avoir des problèmes de règles. Parmi ces problèmes de règles, vous avez les règles abondantes ou hémorragiques. D'une part, vous avez les saignements en cours de cycle, d'autre part. Vous avez aussi l'absence de règles. Vous avez les règles douloureuses, le syndrome prémenstruel. Vous avez aussi la sécheresse vaginale, la stérilité. Vous avez aussi les suites d'un cancer du sein. Vous avez la ménopause. Vous avez la surcharge graisseuse ou cellulitique dite pondérale. Vous avez le manque de libido. Ou bien encore l'impossibilité d'atteindre l'orgasme. Et pourquoi ? À cause d'une carence en hormones mâles. Carence de progestérone, testostérone. Alors, les règles abondantes et hémorragiques résultent souvent
de fibromes utérins, ou bien encore de l'hypertrophie de la muqueuse de l'utérus. Là encore, tout ceci est lié à un déficit de progestérone. Vous avez les saignements durant le cycle, qui sont parfois le résultat d'une carence en progestérone, mais qui peuvent aussi résulter d'un problème métabolique affectant la coagulation sanguine, d'où nécessité là encore de corriger le régime alimentaire. Lorsque ces saignements durant le cycle interviennent, persistent après un traitement à la progestérone naturelle, et après les traitements naturopathiques évidemment, il faut consulter un spécialiste, tout en instaurant, bien entendu, une méthode naturopathique holistique, comme je viens de vous le dire. Et puis parmi ces problèmes féminins, vous avez encore l'absence de règles, qui résulte souvent de carences nutritionnelles, ou bien encore de conflits psychologiques, qui peuvent induire un déficit de progestérone. Les règles douloureuses, d'une part, et le syndrome prémenstruel, d'autre part, eh bien, le syndrome prémenstruel se manifeste par des douleurs et des tensions au niveau du bas-ventre et parfois aussi au niveau de la poitrine. Et bien là encore, déficit en progestérone. Sécheresse vaginale. La même chose. Malheureusement, la presque totalité de la progestérone, de la testostérone et la majorité de l'ostradiol, eh bien cette majorité d'hormones mâles, de type mâle, eh bien cette majorité capturée par la sex-bending globuline, qui est une protéine sanguine qui capture les hormones mâles lorsque le terrain est acide. Et lorsque le terrain redevient alcalin, elle relâche l'hormone mâle qui peut enfin aller dans les sites récepteurs. On remédie à cet état avec des extraits de graines de fenugrec standardisés qui contient plus de 100 principes vitaux et qui augmentent le taux d'œstradiol. On accroît son efficacité en associant également 2 autres extraits végétaux, l'extrait de racines d'ortie piquantes, qui aide à libérer la testostérone et donc l'œstradiol de la sex-bending globuline, et on peut également utiliser de l'extrait de la chrysine, extraite de la plante Passiflora cerula, qui inhibe le processus d'aromatisation. C'est un processus biologique qui transforme la testostérone et la progestérone en hormones femelles, en œstrogènes, chez les personnes acidosées. D'où là encore, nécessité d'alcaliniser le terrain. Et pour alcaliniser le terrain, il faut avoir un mental câlin, amoureux. La stérilité, là encore, ça peut dépendre bien sûr d'une sous-nutrition, mais le plus souvent d'un manque d'oestrogène. Et là encore, on peut appliquer de la crème à base de progestérone, compte tenu que la progestérone a un pouvoir fertilisant. Et puis, il y a les suites d'un cancer du sein.
Là, c'est pareil, étant donné que c'est l'excès d'oestrogène qui prédispose aux divers cancers, il est permis de penser qu'il y a là un déficit d'hormones mâles, de progestérone, de testostérone. Mais dans ce cas particulier, un dosage hormonal s'impose, comme d'ailleurs dans les cas de troubles liés à la ménopause, de troubles du cycle menstruel chez la femme, dans le cas de syndrome prémenstruel, de fatigue chronique, etc. Alors, chez la femme ménopausée, déjà ménopausée, donc qui n'a plus de cycle menstruel, un dosage hormonal effectué avant une application de crème dermique et après une application de crème dermique est intéressant pour se rendre compte de l'efficacité ou de la non-efficacité de l'application de cette crème. Alors, seuls les dosages hormonaux permettent d'objectiver la réalité du déficit hormonal et de vérifier l'efficacité d'un traitement à base de compléments nutritionnels spéciaux ou bien encore à base de crème dermique contenant soit du YAM, soit de la progestérone naturelle. Alors, on peut doser ces hormones dans le plasma sanguin. Alors, tous les laboratoires réalisent ce type de dosage qui sont remboursés sur prescription médicale. Et quand on ne peut pas le faire sur prescription médicale, il existe la possibilité d'effectuer ce dosage hormonal dans la salive, qui ne nécessite pas une prise de sang, qui ne nécessite pas de ce fait une prescription médicale. Il existe en Italie un laboratoire qui fait ce genre de dosage et qui met des kits à la disposition des demandeurs accompagnés de toutes sortes d'explications. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans quelques mois, vous aurez mon livre beaucoup plus complet qu'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.